Dans le souci d'aider les femmes enceintes à mieux supporter le cours de leur grossesse jusqu'à l'accouchement, l'État togolais a mis en place un programme dénommé Wezu. Au-delà de cet accompagnement, Wezu, c'est aussi pour réduire les mortalités maternelles et infantiles dans notre pays. Depuis août 2021 que Wezu a commencé, comment est-il apprécié par les bénéficiaires? Quels sont les frais que ce programme prend en compte? Et est-ce que toutes les femmes connaissent l'existence du dit programme? Et surtout, quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme Wezu? Autant de questions que nous allons évoquer ce soir avec notre invité. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à ce rendez-vous. Voilà, toujours avec Olive sur le plateau. Olive, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Carole, je vais bien. Alors, à l'affiche ce soir, nous allons parler du programme Wezu. Nous parlons du programme Wezu et nous avons comme invité Dr Magiloube Chandana Chamdja. Elle est chef division de la santé maternelle et infantile et planification familiale. Alors, docteur Chandana Chamdja, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carole, bonsoir Olive. Bonsoir docteur. Comment allez-vous? Je vais bien. Et les activités? On rend grâce et tout va bien. J'espère qu'il en est de même pour vous également. Effectivement, on rend grâce. Voilà. Alors merci pour votre disponibilité. Vous êtes là, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons parler du programme Wezu, un programme qui a été mis en place par l'État. Mais dites-nous, c'est quoi le programme Wezu? Ok, merci beaucoup et Carole et bonsoir à nos chers téléspectateurs qui nous suivent sur notre chaîne mère. Le programme Wezu, c'est le programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né qui a été lancé officiellement par le gouvernement togolais le 26 août 2021. Et ce programme vient concrétiser la vision d'inclusion sociale prônée par le chef de l'État. Et c'est aussi un programme qui vient compléter l'ensemble des programmes qui sont mis en œuvre au plan national pour le bénéfice de nos populations, mais aussi, surtout, pour le bien de nos mères et des nouveaux-nés. Et donc, vient compléter l'ensemble de ces programmes qui sont déjà mis en œuvre dans notre pays. Au nombre de ces programmes, nous pouvons citer la subvention de la césarienne, que nous connaissons déjà tous. Nous pouvons citer également le programme élargi de vaccination. Autant de programmes qui sont mis en œuvre avec l'appui des uns et des autres, des partenaires, pour contribuer à améliorer la santé de la population générale, la santé des mères et du nouveau-né, et des enfants également. Très bien, Olive. Oui, moi j'aimerais savoir pourquoi un tel projet, docteur? Quels sont les objectifs concrets visés par l'État? Quels sont les objectifs visés par ce programme? Nous ne sommes pas sans savoir que les décès des mères et des nouveau-nés constituent encore de nos jours un problème sur le plan sanitaire. Et beaucoup de mères ou de nouveau-nés, des mères d'abord, décèdent en couche ou même pendant la grossesse ou même après la période post-accouchement, que nous appelons dans notre jargon la période postpartum. Et c'est vraiment un drame lorsque nous voyons le lot de conséquences que ce décès de cette mère-là génère au sein de sa famille et aussi de sa communauté. Nous n'allons pas également occulter les nouveaux-nés qui décèdent juste après la naissance. La grossesse, normalement, est censée être vécue comme une expérience heureuse. Et j'imagine dans nos communautés, lorsqu'on est enceinte, toute la joie qui entoure cet événement jusqu'à l'accouchement, hein, la joie qu'on a d'accueillir un nouvel être au sein de nos familles. Donc c'est tout un drame et il a fallu, ou il faut vraiment qu'on puisse lutter contre ces décès des mères et des nouveau-nés. Donc c'est l'esprit qui a sous-tendu la mise en place de ce programme. Et lorsque nous replaçons le sujet dans notre contexte, au Togo,
nous enregistrons environ 3 décès de mères par jour. Donc vous voyez que c'est énorme. Et par rapport aux nouveau-nés, sur 1000 naissances vivantes qui surviennent, en moyenne 27 nouveau-nés ne survivent pas, n'atteignent pas les 28 jours d'âge, si on peut le dire ainsi. Donc c'est tout un drame. Et c'est aussi beaucoup de facteurs qui justifient la survenue de ces décès. L'un des facteurs, c'est la qualité de nos soins dans nos structures, qui également impacte la survenue de ces décès. Et l'autre facteur, c'est aussi le comportement au niveau des communautés et le fait que les mères ne consultent pas très tôt, précocement, les services de santé pour le suivi adéquat de leur grossesse constitue un facteur qui peut expliquer la survenue de ces décès maternels. Tout à fait, pour le suivi de la grossesse et afin de dépister à temps les complications et les prendre en charge précocement. Ce qui peut expliquer ce comportement, c'est surtout les barrières financières. Nous connaissons le statut socio-économique de nos populations et donc souvent ces barrières financières limitent l'utilisation de ces services-là, limitent l'accès aux soins de qualité et cela peut contribuer au recours tardif aux soins et à la survenue de ces décès maternels. Donc c'est dans ce cadre-là que le programme, après examen de tout ce contexte, a quand même été mis en œuvre pour faciliter ou pour réduire vraiment cette barrière financière, pour que désormais une femme enceinte dans une communauté ne puisse plus dire que c'est faute de moyens que je n'ai pas pu me faire suivre dans une formation sanitaire accréditée. Donc voilà un peu ce qui a justifié la mise en place de ce programme d'accompagnement des femmes enceintes et des nouveau-nés. Très bien. Alors, réduire les barrières financières, réduire de facto la mortalité maternelle et néonatale sont vraiment les deux objectifs à atteindre. Alors, comment fonctionne concrètement le programme WEZO pour pouvoir atteindre ces deux objectifs principaux? Ok, comment fonctionne le programme WEZO? C'est tout un mécanisme, un dispositif qui a été mis en place. Il y a un système, une plateforme digitale qui permet l'enrôlement, ou si on peut le dire, l'enregistrement de cette femme-là qui se présente dans une formation sanitaire pour le suivi de sa grossesse. Et après l'enrôlement sur la plateforme digitalisée, nous avons à côté les prestataires de soins qui offrent les services ou les prestations selon un paquet qui a été également défini dans le cadre de ce programme. Et chaque structure sanitaire, par rapport à la plateforme, dispose d'un kit. Généralement, nous avons l'habitude de dire un kit WEZO, qui est constitué d'un téléphone mobile auquel est incorporé un kit et ensuite tout le programme de gestion. Donc, une fois que la femme arrive dans la formation sanitaire, elle a l'obligation de présenter une pièce d'identité qui fait foi et qui puisse permettre de l'enregistrer, son identité, son âge, sur cette plateforme. Et une fois qu'elle est correctement enregistrée, elle a droit à un identifiant qui lui permet d'être suivie tout le long de ce processus jusqu'à l'accouchement. Voilà un peu de façon résumée comment le programme
fonctionne. Voilà. Alors, moi, docteur, excusez-moi, je voulais un petit détail. Oui. Vous avez parlé de pièces d'identité. Oui. Ça veut dire que la carte d'électeur aussi peut faire foi quand on n'a pas de pièce d'identité. Tout à fait. La carte nationale d'identité, par exemple. Et la pièce d'identité, ce n'est pas obligatoirement la carte nationale d'identité. Nous avons la possibilité, ou la femme a la possibilité de présenter sa carte d'électeur, si elle en dispose, ou alors une pièce d'identité de son conjoint. Parce qu'il arrive des situations où la femme ne dispose pas d'une quelconque pièce d'identité, ni la carte nationale d'identité, ni la carte d'électeur. Elle a la possibilité de présenter une pièce d'identité de son mari si celui-ci en dispose. Et à défaut, utiliser une pièce d'identité d'un parent proche, ou même dans les communautés, nous avons des organisations, nous avons des agents de santé communautaires qui peuvent également se porter garant vis-à-vis de cette femme-là et présenter leur pièce d'identité. Étant donné que les agents de santé communautaires sont connus de leur communauté, ils sont issus de ces communautés et ils connaissent à peu près toutes leur cible, si on peut le dire ainsi. Et au-delà de cela, nous avons aussi la possibilité, je l'ai déjà dit, d'être parrainé par un parent proche qui dispose aussi bien d'une carte d'identité, d'une pièce d'identité, pardon, mais aussi d'un téléphone mobile. D'autant plus que le téléphone mobile permet de faire le suivi également du compte de cette femme-là qui bénéficie des prestations du programme, mais également le système de rappel des rendez-vous qui se fait via cette plateforme. Donc, il est nécessaire également de disposer d'un téléphone mobile. Très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde, il est numérique, hein? Tout est digitalisé. Mais lorsque nous prenons les femmes, docteur Chandana Chamdja, lorsque nous prenons les femmes, nos mamans, nos soeurs, beaucoup d'entre elles n'ont pas été à l'école. Est-ce que ce processus-là n'est pas un peu compliqué pour elles, surtout pour ce qui concerne le suivi? D'abord, lorsque la femme se sent enceinte, la grossesse, elle est confirmée ou pas, lorsqu'elle a raté ses règles et donc elle a des soupçons déjà sur une grossesse qui arrive, elle se déplace, elle vient dans une structure sanitaire. Et elle vient avec sa carte d'identité ou bien une pièce d'identité, oui. D'accord? Et le processus commence. Alors cette plateforme digitalisée, est-ce que vous ne pensez pas que ça va être un peu compliqué? Sur le terrain, comment est-ce que ça se passe réellement? Les femmes, est-ce que vous... Ok. En fait, la plateforme digitalisée, telle que nous le disons, elle est représentée par le téléphone. Tout est contenu dans le téléphone. C'est comme nos applications que nous utilisons avec nos différents téléphones, WhatsApp, même les messages de rappel que nous recevons de nos opérateurs de téléphonie mobile, Move, Togocom. Donc le système fonctionne à peu près comme cela. Donc par rapport aux bénéficiaires, tout ce qu'elle a à faire, c'est de recevoir ces messages-là sur son portable. Maintenant, la gestion même... La bénéficiaire qui ne sait pas lire, docteur, forcément qu'elle va donner ça à un de ses enfants, oui. Ou bien son mari, si lui il est instruit. C'est là où se trouve un peu la complexité de la chose. La complexité de la chose. Oui. Mais je pense que de nos jours, quand même, ce n'est pas confidentiel. C'est des messages pour te dire, par exemple, que bon, vous avez rendez-vous tel jour. Donc, et d'ailleurs, même c'est ça qui est de plus en plus souhaité, qu'une femme ne vienne pas seule se présenter pour les soins prénatals, même le suivi de son accouchement. Il faut qu'il y ait un accompagnant. Et maintenant, c'est à elle d'identifier qui peut l'accompagner, partager toutes les informations en lien avec le suivi de sa grossesse, en lien avec son accouchement et même après l'accouchement, quelles sont les dispositions à prendre. De plus en plus, c'est ce que nous encourageons pour que lorsqu'il y a une situation compliquée qui se présente, que la femme ne soit pas seule devant cette situation et ne sache pas à qui se référer au sein de sa famille et au sein de sa communauté. Donc je ne pense pas que ça soit vraiment une situation compliquée. Et c'est une situation qui peut être, à mon avis, gérable au sein de sa
en tout cas par cette femme et par les membres de sa famille. Alors, voilà. Est-ce que toutes les femmes sont de façon systématique concernées par ce programme ou bien il y a des critères de sélection? Des femmes démunies, des femmes déshéritées ou bien même les femmes aisées peuvent aussi adhérer au programme Wezo? À ce jour, il n'y a pas de restriction. Le seul critère, c'est qu'il faut être une femme en âge de procréer et chez qui il y a une confirmation de l'existence d'une grossesse. Et cette femme se présente dans une structure publique. Pour l'instant, le programme est mis en œuvre dans les structures publiques et les structures publiques de différents niveaux. Nous avons les niveaux 1 que nous appelons communément les dispensaires et les niveaux 2, les centres médicaux sociaux. Et puis, nous avons certains hôpitaux par rapport au découpage sanitaire que nous appelons des hôpitaux de district, à la limite qu'on peut mettre dans les niveaux 3. C'est là où ces femmes peuvent se faire enrôler dans les structures publiques et dans quelques structures associatives et confessionnelles qui ont été accréditées par le programme. Et maintenant, dans un second temps, lorsque les soins, ou cette femme suit les soins dans ces structures et qu'il y a nécessité de remonter à un niveau supérieur pour une prise en charge d'une situation compliquée ou d'une complication obstétricale, disons les choses par leur nom, on les réfère dans ce moment dans les hôpitaux régionaux, les CHR, ou les hôpitaux universitaires, les CHU. Mais l'enrôlement, c'est-à-dire l'enregistrement de la femme, le premier contact, ne se fait pas dans les CHU, dans les CHR, mais dans ces structures publiques des 3 niveaux que je viens de citer. D'accord. Voilà. Alors moi, notamment, je voulais savoir, est-ce que le programme s'étend sur l'ensemble du territoire national? Le programme s'étend sur l'ensemble du territoire national. Nous avons une répartition des structures en fonction des différentes régions. Le programme s'étend sur l'ensemble du territoire national. Tout à l'heure, lorsque je parlais de sélection, des critères de sélection, vous avez dit que non, il n'y a pas jusque-là de restriction. Alors, est-ce que les femmes d'autres nationalités aussi peuvent adhérer à ce programme? Nous avons des communautés maliennes, sénégalaises, nigériennes et tout. Alors, est-ce que ce côté-là aussi, ces femmes-là peuvent librement venir vers vous, vers le programme Wezo? Ces femmes également peuvent librement venir dans le programme Wezo, d'autant plus que ces femmes résident sur le territoire national et donc utilisent nos structures, utilisent nos services et donc il n'y a pas de restriction vis-à-vis de ces femmes-là. Merci beaucoup, Dr Tchandamna. Nous allons évoluer avec le premier sujet de cette émission. Pour recueillir justement les impressions des bénéficiaires du programme Wezo, l'équipe de santé d'abord est sortie du Grand Lomé. Dr Tchamdja l'a eu à le souligner tout à l'heure que le premier enrôlement, c'est dans les structures, les USP, les unités de soins périphériques, les CMS, etc. et certaines structures sanitaires étatiques des préfectures. Donc nous sommes déplacés pour aller dans la périphérie de Lomé. Plus précisément, nous avons choisi Diagbélé. Et donc au CMS de Diagbélé, qui fait justement partie des unités de soins périphériques, nous avons rencontré des femmes enceintes sur place qui ont apprécié cette initiative du gouvernement, mais certaines estiment que le programme Wezo, c'est vrai, c'est bien, mais il reste également beaucoup de choses à faire. Nous allons écouter donc ces femmes-là. Bon, ma belle bana conditie okpona mnyere ke omu ona akpanye de pe udomi le fio donc nyang pebe o hona menywere tukara de pe mu des fois ma globe 3e jour ago me leva 3 fois me leva contrôler donc avec de poma be mi traîner vide ça y femme de kai pour le pomi egbe que me va 2 fois va ya et sonam egbe poma be meeting be que me leva ya nyem samerebe kanene kpo be me le gava okpa mu kpo egbo wa nyem se kpo okpona mi akpata nyana mi be mi me le ga okpa be mi ya home nyamere kpekpo boa analyse be nyakpoe oblona na mere mu analyse o oblona be ne de blani bava e analyse evo ne mi va fuda pe chuchugba kpo mabo ho 1525 les miasi après que m'va tout
200 egbecha ke mba ngbaba chu 200 kpankpo be jidudu be dodo ko do anyi o le yo be wezua o le wodo ejinami olo wezua ntido voa ngenya mkpo potona wezua jidudu ne kpo egbo na mi jiro ne ba webe na analyse ro na vevere na mia ofuno analyse ko échographie voa eko dele me mi ma be munyolo voa no kpere mia nti la analyse be côté a ele vevere to egbo be na gamno na mia sron sigaro mo la kpere mia nti mia yi na ba analyse voa no analyse wa ola nyo ne ga mesuna wa ta le bioji du do le de kuku gare ne bena ne kpere mia nti le analyse be côté bena ne bate kpere mia ne mio mi gba jocha mia no vi ko la baba mia dada ko la baba ne wa kpo videle wezua menwere lo échographie bega ele sugbo voa mi wana zeton pata one premier ti la premier ti mia na o zeton zene ela nyo ela do mia jinto. Voilà, docteur Tchamdja, nous avons écouté nos soeurs parler tout à l'heure, elles ont parlé avec leur cœur. Quelle est votre réaction en les écoutant? Merci Carole. Bon, la réaction première, c'est d'abord de féliciter ces femmes qui ont exprimé leur point de vue par rapport à la mise en œuvre du programme et les encourager aussi par rapport à la démarche qu'elles ont déjà entreprise, la démarche qui est d'utiliser un service de santé pour le suivi de leur grossesse. Et donc, nous souhaitons qu'elles puissent poursuivre cet élan jusqu'à ce qu'elles puissent bénéficier d'une issue heureuse de leur grossesse. Et nous leur souhaitons vraiment que tout se passe bien pour elles-mêmes et également pour le nouveau-né à venir. Et en les écoutant, nous avons vu que le paquet de soins du programme WEZO a été le sujet de fond. Et donc, nous allons peut-être préciser quel est ce paquet et pourquoi ce paquet pour le moment. Et donc, le programme WEZO, comme nous le savons, c'est un programme qui a ses débuts. Il est en phase d'introduction, si nous pouvons le dire ainsi. Ouais. Et donc, l'objectif, c'est de voir à long terme comment nous pouvons aller progressivement en augmentant ce paquet. Surtout que, conformément à la feuille de route 2020-2025, nous avons la vision d'aller à la couverture sanitaire universelle. Pourquoi ne pas inclure ce programme dans cette couverture sanitaire universelle pour le bien de nos populations? Et actuellement, les paquets qui sont pris en compte par le programme, nous avons, je peux dire, 4 niveaux. Le premier niveau est en lien avec le suivi des soins prénatals. Et le contenu de ce paquet, c'est la consultation prénatale, c'est les tests urinaires qui rentrent dans le cadre du suivi de la grossesse également. Et puis la prévention de l'anémie, qui est un élément fondamental pour une femme enceinte, afin de prévenir les hémorragies lors de l'accouchement ou même au cours de la grossesse. Le second niveau de soins est en lien avec l'accouchement. L'accouchement est donc l'accouchement simple, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune complication, la grossesse s'est bien déroulée, on a examiné la femme et le pronostic est favorable pour un accouchement par voie basse. Donc tous les éléments qui rentrent en compte dans la prise en charge dans la prise en charge de cet accouchement sont pris en compte dans le cadre de ce paquet de soins. Le troisième niveau, c'est les soins après l'accouchement. Puisque après l'accouchement, il faut également un suivi avant de libérer cette femme-là et également prendre en charge le nouveau-né. Donc, les prestations qui sont prises en compte prennent en charge aussi bien la mère, donc les antibiotiques, les antidouleurs,
qu'on prescrit pour cette femme-là qui vient d'accoucher et aussi quelques soins qu'on administre au nouveau-né. Et lorsqu'il y a une situation d'urgence obstétricale ou de complications obstétricales, le programme prend également en charge, mais à un niveau supérieur, comme je l'ai dit tantôt, au CHU, au CHR. On réfère donc cette femme-là. Et au niveau du CHU, CHR, la complication actuelle qui est pour le moment prise en compte, c'est la césarienne. Et d'autant plus qu'il y a déjà une partie qui est subventionnée par l'État. Donc c'est vraiment le complément de la subvention que le programme prend en charge. Voilà un peu décrit ce paquet actuellement qui est pris en charge. Et vraiment le souhait, c'est qu'on puisse l'élargir, comme l'a dit une des intervenantes, pour le bien de nos populations. Très bien. Nous avons, dans le cadre de cette émission, interviewé certaines sages-femmes aussi qui se sont prononcées sur le programme OESO. Il y a notamment une qui a décliné un peu les différents frais contenus dans ce programme-là. Nous allons y arriver. Mais en attendant, le programme a commencé le 26 août 2021. C'est la date de la mise en œuvre de ce programme. Bientôt 1 an. Et donc, nous sommes en train comme ça de faire un petit bilan mi-parcours. Est-ce que c'est la première fois que vous écoutez les femmes se prononcer sur le programme en évoquant ce qu'elles souhaitent vraiment de ce programme-là? Les analyses, surtout l'échographie. Ce n'est pas du tout la première fois. Déjà, même à l'introduction du programme, c'était des éléments qui ont été évoqués. Et nous tenons encore, c'est le lieu pour nous de rassurer la population, pour leur dire que nous sommes conscients que les analyses sont indispensables dans le suivi de la grossesse. La prise en charge des autres complications obstétricales, en dehors de la césarienne, nous avons d'autres complications obstétricales, notamment l'éclampsie, la pré-éclampsie, nous avons les grossesses extra-utérines qui surviennent. Et donc, la prise en charge de ces volets constitue également une priorité pour nous et nous y travaillons. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes vraiment en introduction progressive et l'espoir est qu'on puisse l'étendre pour couvrir, offrir un paquet assez complet à nos populations. Donc, ce n'est pas la première fois, c'est des éléments qui ont été évoqués par aussi bien les bénéficiaires que les prestataires et le gouvernement ou le ministère y travaille. Merci. Olive, moi aussi je vais aller dans le même sens que Carole. Ça fait 1 an que le programme est mis en place. Vous rencontrez forcément des difficultés dans l'exécution de ce programme. Quelles sont certaines difficultés que vous rencontrez, docteur? Merci Olive. Je pense que l'une des difficultés est ce qui a été évoqué tout à l'heure en lien avec le contenu du paquet. Et ça a été discuté en long et en large. L'autre difficulté aussi, c'est en lien avec la maîtrise de cette plateforme digitale, l'enregistrement, l'enrôlement, qui peut parfois dans les formations sanitaires occasionner une longue file d'attente, donc impacter sur la prise en charge des clientes. Donc ça, c'est un peu des aspects organisationnels. Et je pense que les formations sanitaires, c'est vrai qu'au début, il y a eu ces remous, mais de plus en plus, on est en train de s'adapter à ce programme, l'intégrer de façon complète à nos prestations de routine pour ne plus impacter vraiment la prise en charge de nos femmes et ne pas occasionner des longues files d'attente. Voilà un peu certaines difficultés. Et puis l'une des difficultés qui a été aussi évoquée, c'est puisque après il y a un mécanisme de remboursement des prestations aux formations sanitaires et donc c'est le circuit même de transmission aussi des factures, la qualité des factures qui sont transmises au niveau de l'opérateur pour faciliter le traitement de ces factures et faciliter le remboursement aux formations sanitaires. Mais lorsque vous parlez de la qualité de la facture, vous voulez faire allusion à quoi? La qualité de la facture. Oui. Il y a certaines prestations, par exemple, qui ne sont pas
enregistré et cela n'est pas attribuable ou imputable au prestataire. Ça peut être des défauts de connexion qui peuvent justifier cela. Mais il y a également pour le début le fait que le paquet n'a pas été compris par les utilisateurs et donc il y a des prestations qui ne sont pas prises en compte par le programme mais qui ont été facturées. Donc il y a tous ces éléments-là qu'il faudra apurer avant de procéder au remboursement. Mais je pense que depuis le mois de janvier, il y a une meilleure régularité dans le remboursement des factures par l'opérateur vis-à-vis des prestataires de soins, vis-à-vis des structures hospitalières. Et j'espère que ça peut vraiment alléger les difficultés qu'ils rencontrent. Donc l'autre difficulté que j'ai évoquée, peut-être qui n'a pas beaucoup paru, c'est vraiment ces questions de connectivité dans certaines localités où la connexion fait énormément défaut, le réseau téléphonique, le réseau Internet, et donc ça impacte sur la qualité de l'enregistrement. Voilà. Alors, Olive, nous allons aller au deuxième sujet de cette émission. Tout à l'heure, le docteur a frôlé un peu la question des frais, sans trop rentrer dans les détails. Nous allons donc écouter la sage-femme d'Amoutiévé. Voilà, elle s'est prononcée sur quoi exactement? Alors, si nous prenons la période des consultations prénatales jusqu'à l'accouchement, quels sont les frais qui sont pris en compte par le programme WEZO pour soulager un peu les dépenses aux femmes et à leur mari? Voici les détails avec la sage-femme Madame Dédé Sokbonou. Elle est au centre médico-social d'Amoutiévé qui mentionne aussi le changement positif remarquable avec le programme WEZO. Nous la suivons. WEZO, c'est un programme d'accompagnement des femmes enceintes depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc les frais qui sont pris en charge, c'est les consultations prénatales, c'est-à-dire 4 consultations prénatales et l'accouchement. Au niveau de l'accouchement, les frais que WEZO prend en charge, il y a les consultations prénatales, 4 consultations prénatales et accouchement. Une femme qui fait le constat ou bien une femme qui se sait enceinte depuis la conception, bien depuis la première consultation prénatale jusqu'à l'accouchement, bénéficie d'un frais de 14 265 francs. Dans les 14 265 francs, il y a les consultations prénatales et l'accouchement. On a 4 consultations prénatales. Donc, dans les consultations prénatales, on a 3 640 francs pour la consultation prénatale et 9 470 francs pour l'accouchement. Les 3 640 francs pour la consultation prénatale, on a le kit d'enrôlement qui est à 1000 francs. Les 3 autres CPN ou bien les 3 autres consultations prénatales qui sont à 1200 francs. Et le médicament anti-anémique, le FAF, qui est à 1440 francs. Au niveau de l'accouchement, il y a le kit d'accouchement, il y a la consultation, il y a la consultation postnatale et le tout fait 9 470 francs. Ça, c'est le forfait de type 1. Maintenant, on a un autre forfait qui est le forfait de type 2 qui prend en charge les 4 CPN et l'accouchement par césarienne. Et ces frais s'élèvent à 53 900 francs. Avec le programme WEZO, on a beaucoup de changements. Parce qu'actuellement, on a beaucoup de fréquentation. Il y a les femmes qui viennent pour la consultation prénatale. Et aussi, au niveau de l'accouchement, les accouchements à domicile ont considérablement diminué parce que la plupart des femmes n'accouchent plus à la maison. Elles viennent pour accoucher à l'hôpital parce qu'il y a des frais qui sont pris en charge. Et au niveau de la CPN aussi, bien que ce n'est pas trop, il y a aussi quelque chose qui est pris en compte et les femmes arrivent à venir pour se faire consulter. Donc actuellement avec WEZO, ce n'est pas bien de rester à la maison avec une grossesse et accoucher à la maison.
Donc, c'est de venir à la consultation prénatale dès qu'on sait qu'on est enceinte ou bien dès qu'on fait le constat qu'on est enceinte, de venir dans les centres pour pouvoir se faire consulter et quand on rentre en travail, d'aller au centre pour accoucher avec des personnes qualifiées pour avoir un enfant en bonne santé et une maman en bonne santé. Voilà, Dr Chamdja, pour avoir une maman en bonne santé, un enfant en bonne santé, il faut impérativement, donc dès qu'on est enceinte, se rendre dans une structure pour le suivi de la grossesse et un heureux accouchement. Alors, il faut quand même le remarquer que le programme Wezo est un programme ambitieux. Très ambitieux par rapport au coût que cela va nécessiter. Dites-nous, est-ce que ce programme est entièrement financé par l'État togolais ou bien vous avez des partenaires? Puisque toutes les femmes sont concernées par Wezo. Ok. Et le programme Wezo, comme vous l'avez dit, c'est un programme ambitieux, soutenu en grande partie par l'État togolais. Mais qui dit État togolais dit aussi la participation de tout individu. Et donc c'est dans ce sens-là que il n'y a pas une question de gratuité, mais il y a une participation des bénéficiaires. En dehors des bénéficiaires, qui sont les premiers concernés, nous avons également les partenaires techniques et financiers qui sont mobilisés pour cette cause, étant donné que la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile n'est pas seulement une priorité nationale, mais c'est une priorité mondiale. Et donc, tous les partenaires acquis à cette cause sont mobilisés pour soutenir la mise en place, la mise en œuvre de ce programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né. Voilà. Très bien, Olive, il y a une question sur la santé intégrée là. Oui. On voudrait bien savoir. Alors, docteur, dites-nous, plusieurs acteurs ont œuvré justement à l'installation du programme. Quel est le rôle de santé intégrée? D'abord, santé intégrée, qu'est-ce que c'est? Ok, merci. Santé intégrée est également un partenaire technique et financier qui œuvre auprès du ministère de la Santé sur les questions de la santé de la population, la santé communautaire, mais avec une cible prédilective qu'est la mère, le nouveau-né et l'enfant. Donc c'est une ONG internationale américaine qui travaille dans la région de la Cara, mais qui également au plan national accompagne le ministère de la Santé dans le cadre du renforcement du système de santé. Donc dans le cadre spécifique de la mise en œuvre du programme national d'accompagnement, le programme ne s'est pas levé d'un jour pour être mis en place. Il y a eu des études préalables, des études de faisabilité, puisque, comme vous l'avez dit, c'est un programme ambitieux. Quel peut être le coût total de la prise en charge d'une femme enceinte jusqu'à son accouchement et même après l'accouchement, de bout en bout, sans aucune participation de cette femme? Quel peut être le coût? Quel peut être le coût si nous considérons tout le paquet? Quel peut être le coût si nous considérons une partie du paquet? Et lorsqu'on le fait sur une femme, il faut l'estimer sur l'ensemble des naissances qui sont attendues. Et en moyenne, nous estimons attendre 200 accouchements par an. Donc lorsqu'on estime ce coût, qu'on l'étend sur 200, donc imaginez le nombre de milliards que ça peut engendrer et qui peut le supporter. Est-ce que l'État seul peut le faire? Est-ce que la santé constitue la seule priorité du gouvernement? Donc voilà
en quoi Santé Intégrée a aidé donc à faire vraiment ces études de faisabilité et aussi à mener des études pilotes dans quelques sites pour voir par rapport à la plateforme, son fonctionnement, qu'est-ce qu'il faut ajuster, et même par rapport à l'adhésion des communautés, des prestataires et des bénéficiaires. Donc voilà un peu le rôle que Santé Intégrée a pu jouer dans la mise en œuvre de ce programme. Et c'est aussi le lieu pour nous, au nom de notre ministère de la Santé, de leur témoigner toute notre reconnaissance pour ce soutien et cet accompagnement. D'accord. Alors, je voudrais bien qu'on revienne un peu sur les paquets. Hein. Vous l'avez dit, il n'y a pas que le suivi de la grossesse. C'est le suivi de la grossesse jusqu'à l'accouchement, même après l'accouchement. Après l'accouchement, lorsque le bébé est né, alors pendant combien de temps, à quel mois l'enfant ou bien le bébé ne doit plus bénéficier du programme Wezo? Qu'est-ce que vous mettez dans ce package-là? Bon, qu'est-ce que nous mettons dans le paquet? Après l'accouchement. Lorsque nous prenons la période après l'accouchement, le programme Wezo s'occupe des soins immédiats. Période postnatale. Postnatale. Oui. Des soins immédiats à donner au nouveau-né. Il y a quelques soins à offrir au nouveau-né pour lui permettre une bonne vitalité, si nous pouvons le dire ainsi. Mais après après sa sortie de la maternité, 48 heures après, la période après l'accouchement va jusqu'à 42 jours. Okay. Le postnatal, nous l'avons jusqu'à 42 jours. Mais au cours de ces 42 jours, ce nouveau-né bénéficie d'autres soins, notamment la vaccination déjà, qui est, comme je l'ai dit dans mon introduction, un programme déjà existant et qui prend en compte cette cible. Donc vous voyez que en fait c'est une complémentarité. Les soins du nouveau-né sur le volet prévention ou promotion de sa santé. Maintenant, lorsque ce nouveau-né présente une pathologie particulière, si c'est le paludisme du nouveau-né, nous avons le programme national de lutte contre le paludisme qui également prend en charge cette cible-là. Voilà. Si c'est, je m'excuse, le VIH, ce nouveau-né bénéficie également des soins contenus dans le programme national de lutte contre le VIH et les autres maladies. Ça. Voilà. De façon ramassée, c'est ce que je peux dire. Maintenant, il y a d'autres pathologies spécifiques qui ne sont pas prises en compte et qui vont vraiment nécessiter que le parent puisse conduire l'enfant dans une structure adaptée pour être prise en charge. Okay. Voilà. Moi, j'ai une question pour le docteur. Oui. Docteur Chamdia, est-ce que le volet planning familial, est-ce que vous envisagez prendre aussi en compte le volet planning familial dans le programme Wezo? Le volet... Est-ce que ça relève de vos prérogatives? Le volet planning familial, le postpartum immédiat, l'offre des méthodes contraceptives dans le postpartum immédiat fait partie de l'une de nos interventions pour permettre à cette femme-là qui vient d'accoucher de faire reposer son utérus avant de prétendre à une nouvelle grossesse. Et ça, c'est une intervention que nous mettons déjà en œuvre dans nos formations sanitaires. Et nous pouvons dire que ces contraceptifs sont en grande partie subventionnés. Et donc, le coût qui revient à la charge du bénéficiaire, dans la plupart du temps, c'est le coût lié aux consommables, c'est-à-dire si c'est des gants, si c'est les compresses, qui peuvent permettre d'insérer telle ou telle méthode. Voilà. Donc, à la limite, c'est vrai que les produits contraceptifs sont subventionnés. Maintenant, les discussions également sont en cours pour voir dans quelle mesure le programme puisse prendre en charge également le coût de ces consommables. Très bien. Alors, qu'en est-il des femmes enceintes séropositives? Est-ce qu'elles bénéficient d'un package un peu différent parce que le suivi de leur grossesse est un peu particulier? Le suivi de la grossesse des femmes séropositives, le circuit n'est pas différent. Le circuit est le même. Une femme enceinte qui se présente dans une formation sanitaire a droit à un certain nombre de dépistages.
le dépistage du VIH chez la femme enceinte est déjà pris en charge par le programme et qui rentre dans ce que nous appelons le programme d'élimination de la transmission de la mère et de l'enfant. Et donc toute femme enceinte, même bien avant le programme, doit bénéficier de ce dépistage. Une fois une femme enceinte dépistée, séropositive, suit également le circuit. Le circuit spécifique, c'est peut-être le traitement que cette femme-là doit bénéficier en dehors de, en tout cas, à côté de celle qui n'est pas séro-infectée. Voilà. Donc, le circuit n'est pas différent jusqu'à l'accouchement où il y a des soins spécifiques, mais ces soins n'occasionnent pas des coûts supplémentaires à cette femme-là. C'est bien répondu. Alors, docteur, avec le programme WEZU, c'est clair et vous ne nous direz pas le contraire qu'aujourd'hui, le nombre de femmes enceintes pour les CPN a considérablement augmenté dans les structures sanitaires agréées. Alors, principale difficulté de cette affluence des femmes enceintes, c'est le poids du travail sur les sages-femmes qui se retrouvent en nombre restreint pour travailler dans les maternités. Alors, entre autres difficultés, c'est le retard des paiements des frais, puisqu'on a interrogé certaines femmes sur le programme WEZU, et l'une des difficultés évoquées, c'est le retard dans le paiement des frais subventionnés que l'État doit rembourser à ces différentes structures sanitaires-là. Alors, ce qui va rendre également compliqué un tout petit peu le fonctionnement, bien la gestion même de ces structures-là. C'est ce que nous a confié Mme Damiatou Tazo, et les sages-femmes au CMS de Diaglé, que nous allons écouter tout de suite dans le sujet qui va suivre. Dans le centre, pour accéder aux soins, il y a un peu de difficulté parce qu'il y a manque de personnel premièrement. Manque de personnel, et si les femmes viennent, les femmes prennent un peu de temps avant d'être satisfaites. Avec le problème WEZU, il y a plusieurs femmes qui quittent les cliniques privées pour arriver au centre. Et aussi avec la fermeture du centre de santé de Lomé commune, il y a plusieurs femmes qui se dirigent vers ici. Si bien que maintenant le nombre est pléthorique, et comme ça, quand il y a manque de personnel, les femmes quittent tardivement le centre. Et il y a aussi le problème les intrants, problème d'intrants. Le programme WEZU ne nous paie pas vite. Donc on a commencé le programme depuis septembre, mais jusqu'à présent, c'est 2 mois seulement qu'ils nous ont viré l'argent. Donc c'est ça, le centre a des difficultés pour gérer ces femmes-là, des difficultés financières, et puis il y a aussi des difficultés pour référer les femmes aussi dans un autre centre. Les femmes même paient leur déplacement. Ce que nous pouvons faire ici, il y a le matériel, mais pour intervenir chirurgicalement, nous n'avons pas ça. Donc, s'il faut qu'une femme aille dans un grand centre pour accoucher, nous n'avons pas de médecins ici. Donc, nous faisons des références pour que ces femmes aillent dans un centre chirurgical. Césarienne et autres, là, on envoie à Baie ou soit au CHU. Nous sommes dans le district de Zio. Donc, il y a certaines femmes qui ont des parents vers Tchévier qui arrivent à Tchévier, qui vont à Tchévier. Supposons le cas de la maman. La maman a été opérée 2 fois pour césarienne. Donc, elle est venue pour la 3e fois pour faire la consultation ici. Donc, elle est à 31 semaines, 4 jours. Donc, on la réfère à l'hôpital de Baie. Donc, c'est la femme même qui a choisi l'hôpital de Baie. Donc, c'est à Baie on la réfère à Baie pour suivre la CPN et accoucher là-bas. Docteur, vous avez suivi la sage-femme, vos réactions par rapport à tout ce qu'elle vient de nous dire. Ok, merci beaucoup Olive. Ces réactions ou ces propos sont tout à fait justifiés.
Et la première inquiétude qui a été évoquée, c'est le paiement des factures. Et je pense que je l'ai déjà évoqué tantôt. C'est tout un processus. C'est tout un processus et c'est aussi l'une des difficultés que nous avons évoquées dans le cadre de la mise en œuvre du programme, puisque l'objectif du programme, c'est aussi de contribuer à renforcer le système. Et vous l'avez entendu, le programme a contribué à augmenter l'utilisation des services de soins prénataux ou prénatales par les bénéficiaires. Et c'est vraiment cette réduction des barrières financières qui suscite cet engouement. Et donc, plus les services sont utilisés, plus les structures sanitaires qui fonctionnent dans la plupart du temps et par recouvrement de coûts, c'est-à-dire que c'est sur leurs propres recettes qu'ils fonctionnent, on ne doit pas affaiblir ces formations sanitaires. Et par rapport à cela, le programme en est très conscient. Des discussions sont en cours pour pouvoir accélérer les retards de paiement. Mais aussi, c'est aussi l'occasion d'interpeller nos collègues prestataires pour pouvoir améliorer la qualité des factures produites. C'est tout un circuit, c'est une chaîne. Et si à un niveau de la chaîne, il y a des difficultés, et ce qui est sûr, ça va impacter le reste du processus. Et ces questions ont été déjà évoquées il y a 2-3 semaines dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de ce projet qui a été organisé par le ministère de la Santé, le ministère délégué pour l'accès universel aux soins. Nous avons eu des échanges francs avec ces prestataires et aussi avec les différentes autorités au plan régional, sanitaire et local pour que tout le monde puisse y mettre du tien pour la mise en œuvre de ce programme. Vous l'avez entendu, avec le programme, beaucoup de femmes vont vers les formations sanitaires. Cela réduit les accouchements à domicile. Cela réduit même d'aller vers des structures informelles et donc ça va véritablement contribuer à atteindre notre objectif de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Donc ces questions, comme je l'ai dit, sont déjà prises en compte et des recommandations sont d'être formulées dans ce sens-là pour soulager toutes les formations sanitaires. Très bien. Vous n'avez pas fini? Non, je n'ai pas fini. J'ai une question, je risque de l'oublier. Docteur, j'ai une question, je risque de l'oublier. Je vais vous la poser tout de suite. D'accord, allez-y. Bon, peut-être si vous permettez, je vais aborder également le paquet, les différents paquets qui ne sont pas pris en compte dans le cadre du programme. Oui, et je pense que nous l'avons survolé. Mais cette question de référence qui est revenue dans les propos de notre prestataire qui vient d'intervenir. Donc je pense que c'est des discussions également qui sont en cours par rapport à ça. Et comme nous l'avons dit, le paquet, pour le moment, il est en phase d'introduction et nous espérons pouvoir prendre en compte tous ces aspects. Mais il est important aussi, devant ces situations, de vraiment communiquer avec la bénéficiaire, communiquer avec la cliente pour qu'elle puisse comprendre l'enjeu et également prendre la décision adéquate pour son bien-être et celui de son bébé. Voilà, merci. Tout à l'heure, docteur, vous avez parlé de l'amélioration, voilà, de la qualité des factures. Alors, il n'y a pas que la qualité de la facture améliorée. Je pensais que vous allez lancer également un appel à l'endroit des sages-femmes pour ce qui concerne la qualité même des soins. Qualité de service, parce que vous imaginez, avec cette affluence-là, vous exhortez les femmes à ne plus rester à la maison une fois enceintes, et ce qui veut dire que les maternités sont bondées maintenant de femmes enceintes, et le travail devient doublement, triplement pénible. Et quand une seule sage-femme se retrouve avec 25 femmes, ou bien au-delà même de 25 femmes à consulter, mais imaginez le résultat de ce travail-là, la fatigue, le stress et tout, mais insister sur la qualité des soins
soins, c'est important tout pour la réduction de la mortalité. Tout à fait. Insister sur la qualité des soins est important. Oui, très important. Je pense que notre question évoquait les questions de paiement. Donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes allés vers la qualité des factures. Mais si nous abordons les questions de défis en lien avec la mise en œuvre du programme WESO, je pense que ça, c'est un véritable défi. Comment faire pour que, avec cette influence, qu'on puisse mettre en place une organisation adéquate pour garantir un bon accueil à ses bénéficiaires, mais également des services de qualité, pour que nous n'ayons pas l'effet revers de notre stratégie ou de notre programme. Et donc, l'organisation des services, la qualité de l'accueil, la qualité des soins. Le renforcement du personnel de l'équipe de la maternité. Le renforcement constitue un défi pour la mise en œuvre du programme. Et l'autre défi également, c'est que il faudrait que dans ces structures, qu'on puisse avoir le plateau technique nécessaire pour l'offre de la qualité. Puisque la qualité ne se limite pas seulement à l'accueil, la qualité prend en compte également les ressources humaines, le matériel, l'équipement et même l'infrastructure qui puisse assurer la confidentialité de la cliente. Donc il y a tous ces éléments-là qui doivent être pris en compte, qui constituent des défis pour la mise en œuvre efficace de ce programme-là. Et c'est aussi le lieu de remercier déjà tous les partenaires qui accompagnent le ministère de la Santé, mais aussi l'État togolais dans la mise en œuvre du renforcement du système de santé pour permettre à nos structures sanitaires d'avoir l'infrastructure adéquate, l'équipement adéquat et aussi les ressources humaines de qualité. Pour répondre aux attentes de la population. Absolument. Très bien. Merci. Il y a un dernier sujet à lancer, Olive? Oui, Carole. Oui, alors, WESO, il faut le reconnaître, c'est un projet louable. Alors, d'autres témoignages aussi sur les avantages du programme WESO, nous en avons également recueilli auprès des femmes bénéficiaires rencontrées au CMS d'Amoutivé en plein centre-ville de Lomé. D'abord, celui d'un couple dont la femme vient d'accoucher d'un nouveau-né. Quand ma femme tombe enceinte, on vient ici à Moutivé, à l'hôpital d'Amoutivé. On nous a dit, comme WESO, le gouvernement nous a aidé la population avec WESO. Les femmes enceintes ne souffrent plus. Nous l'avons commencé avec WESO, du début jusqu'à la fin. Nous remercions le gouvernement de continuer comme ça, que ça ne soit pas seulement WESO, mais que ça soit d'autres choses qui aident les femmes à accoucher facilement. Ngba sanro la divia zaza suna gboso nu swa do vasina wa fifia ko do ania le ko we do e do mi aji gbogbo re me do do e nu nyere menyi e jo dinami aso e di dépense a chai kwa pare ko do mi nka mi le da pe na di du ameke do nu ani so le pere mi antia mi le da pe ne ni magba we unu ne ma woni do nse ne magba we unu ne ro. Alors, docteur, vous avez déjà abordé la question des défis. Est-ce qu'il y a d'autres défis à relever dans le sens du programme WESO? Oui, l'un des défis également que nous devons relever, c'est vraiment
l'adhésion des bénéficiaires, l'adhésion de la population et pour accompagner effectivement ce programme et que ce programme puisse contribuer à réduire véritablement les décès de nos mères et de nouveau-nés. Et c'est dans ce sens-là aussi que nous lançons un appel aux autorités administratives, aux autorités locales, dans les régions, dans les préfectures, pour qu'ils puissent mobiliser davantage leur population. Vous avez vu, nous avons parlé de la présentation d'une pièce d'identité pour pouvoir être enrôlé dans le programme. C'est le lieu de les exhorter ou d'exhorter leur population pour disposer d'une pièce d'identité. Donc, il y a un travail de fond aussi à faire dans ce sens-là. Et donc, vous voyez que le programme, il ne se limite pas seulement au ministère de la Santé ou à la Santé. Il faut des actions multisectorielles pour que nous puissions parvenir à la réussite ou bien pouvoir parvenir à l'atteinte des objectifs visés par ce programme. Merci. Alors, docteur, une dernière question, puisque nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Il y a une interrogation que j'ai posée à l'entame de cette émission dans l'introduction que j'ai faite, c'est que est-ce que les femmes, je me suis posé la question de savoir si toutes les femmes sont au courant de l'existence de ce projet, de ce programme qui les concerne particulièrement. Alors, à cette question, je dis que quelque part, il y a un travail de fond que vous devez faire, la sensibilisation. Alors, depuis que le programme Oiseau a été mis en place, c'est la première fois que nous vous recevons dans une émission de santé pour parler de ce programme vraiment très intéressant et qui a un intérêt vraiment particulier pour les femmes. Alors, comment est-ce que vous faites pour faire passer votre message? Ok. Par rapport à la communication, à la sensibilisation, je pense que tout le long de la mise en œuvre, même en amont de la mise en œuvre du lancement de ce programme, il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites autour de ce programme, même le mécanisme d'enrôlement. Donc, il y a tous ces sujets qui ont été développés dans les différentes langues. Et parfois même, j'écoute ces spots-là sur les radios où on parle de ce programme, on parle de comment faire pour être enrôlé dans ce programme. Et non seulement ça, par rapport aux stratégies de... Comme je l'ai dit, il y a eu même des missions qui ont été réalisées par les autorités pour pouvoir sensibiliser déjà en amont les acteurs sur la mise en œuvre du programme et le rôle et les responsabilités de chaque partie prenante. Ces communications continuent. Je pense que c'est dans cette continuité de la sensibilisation, de la mobilisation que nous sommes... Nous sommes partis vous chercher. Normalement, vous devez commander cette émission-là. Pour nous sommes dans cette stratégie de mobilisation et nous espérons aussi poursuivre dans le même sens. Et également au niveau des formations sanitaires, des agents de santé communautaire, il y a une mobilisation qui se fait dans tous les cas. Le programme n'est pas passé inaperçu. Notre souhait, c'est que ce message puisse parvenir à la population, voilà, au plus dans les points les plus reculés. Voilà. Donc, vous allez être aussi nos porte-voix pour parler du programme autour de vous lors de vos émissions et nous sommes disposés à recevoir toute invitation de votre part. Merci. Je vous remercie. Alors, tout est bien qui finit bien, Olive. Ouais, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, docteur, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de la population? En une phrase, un seul mot. Quand vous dites une phrase, ça veut dire qu'une phrase comporte au moins 3-4 mots. Non, moi je veux un seul mot. Avec des virgules. Non, je pense que nous l'avons écouté, nous l'avons regardé. Le programme contribue à améliorer l'utilisation de nos services de soins prénatals. Et je suis rassurée que la population a compris ou est compris l'importance de ce suivi prénatal, compris la démarche à suivre dans le cadre du programme,
à travers le dernier sujet qui a été développé. Et donc, nous pensons que c'est déjà des personnes qui peuvent également parler du programme autour d'eux pour obtenir une meilleure adhésion. L'objectif, c'est vraiment, comme l'a dit le chef de l'État lors du lancement de la CARMA en 2010, qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Ouais. Et la vie, Wezu, c'est la vie. Et Wezu, ça veut dire quoi? C'est dans quelle langue déjà? En Kadier, en Tem. Et je pense qu'il y a d'autres dialectes aussi qui emploient Wezu. Qui veut dire la vie, pour le souffle de la vie. Okay. Donc, c'est faire en sorte que nous puissions maintenir cette vie-là lorsque nous allons pour donner la vie. Et nous encourageons la population à y adhérer, à utiliser nos services pour obtenir des soins sûrs, de qualité, qui vont contribuer à améliorer leur bien-être. Merci beaucoup. Docteur. Voilà, nous remercions le docteur pour sa disponibilité, pour avoir répondu à toutes ces questions. Voilà, je disais que nous remercions docteur Chandana Chamdja. Elle est chef division de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale. Nous lui disons merci pour sa disponibilité et pour avoir répondu à toutes nos questions. On se donne rendez-vous très prochainement pour... à très bientôt. Merci beaucoup. Olive, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. On se dit à mardi prochain. Mardi prochain. Pour un nouveau thème. Bien sûr. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.